Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Je viens vous dire que oui, évidemment, je serai candidat aux élections municipales qui se tiendront les 15 et les 22 mars prochains. Parce que ici, à Nantes, et à toutes les époques, on a connu des élans de liberté. Ras le bol qu'on dise que Marseille est une ville sale, violente, infestée de rats, de punaises de lit. Où personne à Lyon ne désencadrera les loyers. Emmanuel Grégoire ne porte pas uniquement un bilan, il est aussi le candidat du dépôt de bilan de Paris. Grégoire, c'est Hidalgo Empire. Portez le message de Nice. Oui les amis, on va faire gagner Nice et on va faire gagner la France. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici notre dernier arrêt à Bordeaux et c'est avec l'adjoint au maire de la ville que nous allons nous entretenir. Il va d'abord dresser le bilan de l'action menée par la majorité sortante, mais aussi annoncer les propositions à réaliser si jamais elle était reconduite, ce qui semble être en bonne voie selon le tout dernier sondage d'IFOP Fiducial pour Sud-Ouest, LCI et Sud Radio, publié ce jeudi 25 février. Le maire Pierre Urmic figure en tête des intentions de vote avec 33% des voix, alors que Nordine Raymond est à 12%. Cap sur l'accessibilité. Alors aujourd'hui, je suis avec l'adjoint Olivier Escotte, adjoint au maire en charge de l'accessibilité handicapée et de discrimination. À sa place, normalement, ça devait être Pierre Urmic, maire de Bordeaux, qui n'a pas pu être présent parce que la ville de Bordeaux a été placée le 19 février dernier en plan communal de sauvegarde. Bonjour Olivier Escotte. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire depuis 2020. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour rendre possible cette accessibilité? Quel est aujourd'hui le diagnostic que vous pouvez poser sur l'état d'accessibilité de cette ville? Moi, je vais vous donner la globalité de notre action. On a structuré l'action de la ville de Bordeaux avec un plan handicap et accessibilité qui a été travaillé en début de mandat et qui a été formalisé par un vote en conseil municipal en février 2022. Et ce plan, c'est un plan global, transversal, qui se caractérise par 4 axes. Et il est important de les décrire, parce que ça permet d'avoir la vision globale de l'action telle que nous avons voulu la structurer. Il y a un premier axe qui est lié à l'accessibilité et nous pourrons y revenir. C'est dans cet axe-là qu'on trouve les enjeux liés à l'accessibilité de nos établissements recevant du public et les enjeux d'accessibilité de la voirie et de l'espace public. On a un deuxième axe qui est lié aux enjeux de communication adaptés pour que l'information soit produite de façon que chacun et chacune puisse s'en saisir. C'est par exemple dans ce cadre-là qu'on a développé des choses comme le recours à des interprètes en langue des signes, comme le développement de documents faciles à lire et à comprendre pour que l'information soit plus accessible. Un troisième axe, lui, vise à la participation citoyenne. Il est important, on essaie de le travailler autour de 2 volets, en s'appuyant d'abord davantage sur la commission communale pour l'accessibilité, pour avoir recours à l'expertise d'usage des personnes directement concernées dans la construction de nos politiques publiques. Et le deuxième axe, le deuxième volet de cet axe lié à la participation citoyenne, vise à favoriser la participation de chacun et chacune à toutes nos réunions de concertation, d'échange avec le public, je pense notamment à nos conseils de quartier. Et le quatrième axe, il est important, c'est celui de la mobilisation du droit commun. On appelait ça Bordeaux ville inclusive. C'est l'idée que ces sujets de handicap et d'accessibilité, ils ne doivent pas relever que de l'adjoint, de l'adjointe en charge du dossier, de l'équipe, la petite équipe qui travaille à ses côtés, mais que c'est que ça doit relever de chacune des politiques publiques municipales. Donc chacune et chacune de mes collègues a pu travailler ce sujet. Je prends par exemple ce qui a été travaillé dans nos musées municipaux, dans nos établissements culturels, où on a développé beaucoup de dispositifs en lien avec les associations de personnes en situation de handicap pour mettre en place des dispositifs permettant que cette culture soit vraiment accessible aux uns et aux autres. Donc je reviens sur le premier axe, parce que c'est celui qui vous intéresse le plus, lié à l'accessibilité. On a d'abord travaillé l'accessibilité de nos établissements recevant du public. Parce que quand nous sommes arrivés en 2020, on a constaté que ce qui était prévu par la loi de 2005 n'était pas réellement mis en œuvre à Bordeaux. La loi de 2005 a prévu la mise en accessibilité des établissements recevant du public, qu'ils soient sous gestion des collectivités, de l'État ou des exploitants privés. 10 ans plus tard, il y a un premier point qui a été fait et l'État a pu constater
que pas grand monde n'avait avancé et a créé ce qu'on appelle les agendas d'accessibilité programmée, les ADAP. L'ADAP de la ville de Bordeaux, il a été contractualisé en 2017. Il porte sur 350 sites, 250 établissements type bâti, recevant du public, et une petite centaine de ce qu'on appelle les installations ouvertes au public. C'est en gros, grosso modo, les parcs et jardins. À mon arrivée en 2020, une quinzaine de sites seulement avaient été traités. Et encore, c'était les sites sur lesquels les interventions étaient les plus faciles, les moins coûteuses et les moins contraignantes techniquement. En interne, il n'y avait aucune organisation pour suivre ce programme de mise en accessibilité des 350 sites. Donc je me suis attelé à travailler, à organiser avec les services un fonctionnement qui nous permet aujourd'hui d'avancer enfin sur ce sujet de la mise en accessibilité de nos établissements recevant du public. Nous avons franchi fin 2025 le cap de 200 sites mis en accessibilité avec désormais un rythme de croisière qui nous permet de mettre aux normes 30 à 40 sites par an, avec une importante mobilisation budgétaire. Ça a été par exemple 11 millions d'euros sur le budget de la ville de Bordeaux en 2025. Et nous prévoyons, là, sur les 3 années qui viennent, 25 à 26 millions répartis sur ces 3 ans pour continuer cette mise en accessibilité de nos établissements recevant du public. C'est un sujet qui nous a beaucoup mobilisés. Il y a l'autre versant, on va dire, de cet axe lié à l'accessibilité, qui est celle de l'accessibilité de l'espace public. Ce que nous avons travaillé pendant ce mandat, ce sont les enjeux d'espace public liés notamment à la lutte contre les îlots de chaleur, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et surtout l'adaptation au réchauffement climatique. Et partout où nous sommes intervenus pour rafraîchir, végétaliser la ville, ça nous a permis aussi de mettre aux normes les espaces qui ont été concernés par ce qu'on appelle le plan Bordeaux grandeur nature. Dans le même temps, on a travaillé sur le plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public de la ville de Bordeaux, ce qu'on appelle le PAV. On a 2 acronymes, l'ADAP pour nos établissements recevant du public, le PAV pour l'espace public. Le PAV, de manière réglementaire, il est beaucoup moins contraignant que ce qui est prévu dans l'ADAP. Dans l'ADAP, il y a une obligation à faire, même la possibilité pour l'État de venir sanctionner les exploitants ou les collectivités qui ne se mettraient pas aux normes, même si je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas encore eu de sanctions prononcées sur le territoire national. Mais en tout cas, il y a cette menace-là, cette obligation de faire. Sur un PAV, sur un plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public, l'obligation elle est beaucoup moins contraignante. Vous devez faire un diagnostic. Vous devez définir des priorités. Une fois que vous avez fait ça, pour le législateur, vous êtes dans les clous. Donc il peut y avoir des communes qui mettent en œuvre, font voter leur PAV, le révisent 3 à 4 ans après, sans aucune obligation d'avoir mis en accessibilité, ne serait-ce comme être prévu dans le cadre de ce PAV. Mais nous, ce que nous avons travaillé, c'est que nous voulons, de manière volontaire, c'est un choix politique, nous imposer à nous-mêmes les mêmes contraintes sur le PAV que celles qui existent sur la DAP. Donc ce PAV, on l'a travaillé en milieu de mandat. Il a fait l'objet d'un vote au Conseil de Bordeaux Métropole qui valide les PAV des 28 communes de la métropole. Donc il a été voté en juin 2025 et nous avons prévu 70 km de voirie en priorité 1. Et ce que nous voulons travailler sur ce mandat, c'est avoir chaque année une programmation, concerter avec les associations, concerter avec les usagers directement concernés dans chacun de nos quartiers pour chaque année avoir une réelle programmation de quelle rue sera travaillée, recalibrée prioritairement par rapport aux enjeux de mise en accessibilité et qui nous permettra, on inverse un petit peu ce qui a été fait sur ce mandat, qui nous permettra aussi à cette occasion de réfléchir, est-ce qu'il y a des enjeux aussi de végétalisation, de rafraîchissement de ces espaces, est-ce qu'il y a des enjeux aussi de continuité cyclable sur ces espaces-là. Donc, mais on inverse un petit peu et l'accessibilité devient des critères prioritaires dans la définition des rues à rénover. Et j'insiste sur ce volet du PAV parce que je disais sur la DAP que la ville de Bordeaux était très en retard lors de notre arrivée en 2020. La ville de Bordeaux, à notre arrivée en 2020, ne s'était pas dotée officiellement de PAV, alors que c'était une obligation. Donc nous avons rattrapé ce retard aussi en matière de plans permettant de prioriser l'accessibilité. Et désormais, nous avons ce PAV sur lequel nous
auto-appliquons des contraintes de programmation, de budgétisation sur le prochain mandat. Et nous avons déjà, sur l'année 2025, des premières rues qui étaient en priorité 1, qui ont été aménagées spécifiquement dans le cadre du PAV. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Parmi ces sites que vous allez mettre en accessibilité, que ce soit de la voirie ou des sites de l'espace public, quand est-ce que le Bordelais pourra commencer à aller constater, à voir les effets de cette mise en accessibilité? Alors, pour ce qui concerne ce qui était travaillé dans le cadre de l'ADAP, il y a 200 sites, donc les usagers de ces différents sites peuvent le constater par eux-mêmes. Nous avons travaillé notamment sur nos écoles, sur nos établissements culturels municipaux, je pense notamment à nos musées. Donc l'usager peut s'en rendre compte. Alors il a pu s'en rendre compte souvent aussi parce que les établissements, notamment nos musées, ont dû être fermés pour travaux, le temps de la mise aux normes. Donc voilà, l'usager a subi cette contrainte et a pu, suite aux travaux et aux réouvertures, constater ce qui était travaillé en matière d'accessibilité. Dans nos parcs et jardins, là nous sommes place Péberlan, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a l'esplanade Charles de Gaulle, dans le quartier Mériadec. Et c'est un espace qui a été entièrement retravaillé dans le cadre de la mise aux normes d'accessibilité. Et c'est un exemple parmi la soixantaine de parcs et jardins que nous avons pu mettre aux normes d'accessibilité, dans lesquels les Bordelaises et les Bordelais peuvent se rendre compte des travaux qui ont été réalisés sur cette esplanade. Pour la traverser, auparavant, il y avait 2 volets de 3 ou 4 marches. Ce qui a été travaillé les équipes, c'est que désormais on peut traverser cette place sans affronter aucune marche, une seule marche tout au long du parcours. Donc il y a des choses très concrètes et dans tous les quartiers que les Bordelaises et les Bordelais peuvent constater. Sur le plan de mise en accessibilité de la voirie et l'espace public, partout nous sommes intervenus pour rafraîchir la ville, c'est-à-dire végétaliser, planter quelques arbres, installer quelques bancs, mettre un point d'eau à disposition. Sur chacun de ces aménagements, et là il y en a eu des dizaines et des dizaines dans tous les quartiers de la ville, on a pu travailler aussi la mise aux normes, travailler sur les ABC de trottoirs, sur la mise en œuvre de bandes d'éveil de vigilance au niveau des traversées. À chaque fois, on a travaillé la mise aux normes. Et dans le cadre du PAV, donc, qui a été voté récemment, on est à moins d'1 an du vote, il a été voté en juin 2025 au sein du Conseil de Bordeaux Métropole. Si on se réfère par exemple à l'esplanade Mériadec que je citais, à quelques dizaines de mètres de là, le cours du Maréchal Juin a vu son trottoir entièrement rénové pour faciliter les cheminements. Ça nous a permis aussi de mettre aux normes les places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap. C'est un des premiers effets du PAV qui a été voté en juin dernier au Conseil de Bordeaux Métropole. Mon avant-dernière question, Monsieur Escott. Les citoyens que j'ai pu, les Bordelais, les riverains à qui j'ai pu parler et qui sont en situation de handicap, se plaignent que c'est pas assez vite, ça va pas assez vite, qu'il manque de cohérence, qu'il manque de coordination, qu'il manque de consultation parfois avec les personnes ou les associations, qu'il y a parfois des trottoirs qui sont abaissés pour faciliter les fauteuils roulants, mais ils sont abaissés tellement fort que la personne qui est déficiente visuelle ne se rend pas compte quand il est passé du trottoir à la route. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de la prochaine mandature, que ça soit plus cohérent ou plus coordonné en fait? Je vais partager les constats que vous avez donnés. Aujourd'hui, ce qui peut nous être reproché, c'est par exemple, on aménage une place, mais on ne réfléchit pas à l'environnement de la place. C'est-à-dire quels sont les cheminements pour arriver à cette place, quels sont les usages de cette place. Est-ce que c'est une place plutôt, par exemple, de loisirs? Est-ce que c'est une place très passante dans les flux de voyageurs au quotidien? Est-ce que c'est un endroit où on va plutôt faire ses courses? Et pour répondre à ce premier point, nous allons désormais travailler toute la concertation des aménagements dans le cadre de ce qu'on appelle 30 quartiers de vie. On garde les 8 quartiers administratifs de Bordeaux, avec chacun leur mairie de quartier, mais on définit des quartiers vécus. Parce que dans chacun des 8 quartiers, parfois, les problématiques entre un bout du quartier et l'autre sont assez éloignées, et les réunions plénières qui concernent tout le quartier
chacun et chacune en ressort un petit peu frustré, parce qu'un coup c'est quelqu'un qui vient d'un quartier de vie qui a pu s'exprimer, puis on enchaîne sur quelque chose qui est à quasiment 1 kilomètre de là et qui n'a pas forcément de rapport. Donc désormais les concertations, on va les mener autour de cette trentaine de quartiers de vie, et ce qui nous permettra d'aborder l'ensemble des usages de l'aménagement. Ah oui, vous allez aménager cette rue, mais les riverains pourront nous dire mais la logique serait de continuer la rue suivante ou la place suivante parce qu'il y a une réelle continuité d'usage au quotidien. Donc là, il y a ce premier aspect lié à l'échelle de concertation. Nous allons la faire désormais sur ces 30 quartiers de vie qui seront le périmètre, l'échelle de la vie des Bordelaises et des Bordelais. C'est aussi à cette échelle-là que les Bordelaises et les Bordelais auront leur référent propreté, leur référent sécurité, leur référent sur les problématiques du quotidien. Et c'est aussi l'échelle des concertations que nous allons mener pour avoir la globalité des usages avec les habitants et les habitantes concernés au plus près de la situation. Le deuxième point que vous avez évoqué dans vos constats, c'est le conflit de normes, c'est le conflit d'usage. Si on prend l'exemple du ressaut à 2 cm, on a pu s'apercevoir avec quelques collègues élus que parfois le ressaut à 2 cm, qui est un maximum, pouvait devenir une norme. On aménage, il faut un ressaut à 2 cm. Donc on a combattu un petit peu cette idée en disant que le ressaut, il doit être installé quand il est nécessaire et quand on peut s'en passer. Pourquoi ne pas avoir un ressaut à 0 cm ? Et quand les services, on a présenté ça au sein de la commission intercommunale pour l'accessibilité, on est au niveau Bordeaux Métropole, les associations représentant les déficients visuels nous ont dit mais attention, nous le ressaut, notamment à la Cannes, il nous sert de repère. Alors même si on a les bandes d'éveil de vigilance à un carrefour, si on n'a plus le ressaut, comment on sait à quel moment nous sommes encore sur le trottoir et à quel moment nous sommes sur la chaussée ? Et bien, il y a un travail qui est mené. Et c'est là où ce que j'évoquais, le recours à l'expertise d'usage est important. Il y a un travail qui est mené avec les équipes, avec les associations, pour travailler sur des revêtements qui permettent facilement de différencier la partie qui relève du trottoir, la partie qui relève de la chaussée. Mais ce conflit de normes, ce conflit d'usage, il reste à travailler dans la concertation pour trouver aussi parfois des compromis qui permettent au plus grand nombre de profiter le plus sereinement possible de nos espaces publics. Mais c'est vraiment une idée, cette expertise d'usage du quotidien qu'on va travailler à l'échelle de ces 30 quartiers de vie et qu'on va essayer de travailler sur chacun et chacune de nos aménagements en associant les associations qui sont présentes dans la commission communale pour l'accessibilité, en associant aussi les usagers directement concernés dans tous les quartiers, à force d'échanger, au fil des concertations que nous avons menées sur le PAR, au fil des sollicitations que je peux recevoir moi en tant qu'élu ou que nos mairies de quartier par exemple peuvent recevoir. On a tout un fichier d'habitants et d'habitantes directement concernés que nous allons solliciter davantage dans nos aménagements de l'espace public. Il y a une question que je ne pourrais pas finir sans vous poser. La question de la Porte de Bourgogne. La rénovation de l'arrêt de tram à Porte de Bourgogne. On constate effectivement qu'il n'y avait pas de marche avant, mais que vous en avez rajouté 3. Pour le fauteuil roulant, cet arrêt qui était alors accessible jusque-là ne l'est plus. Comment vous expliquez cette anomalie ? Alors sur le sujet de la Porte de Bourgogne, une remarque générale tout d'abord. Moi, je suis content que les différents candidats et candidates aux élections municipales s'intéressent au sujet d'accessibilité pendant cette campagne. Parce que pendant 6 ans, en tant qu'élu, on a peut-être eu une 60aine de conseils municipaux. Je n'ai jamais eu une seule question de l'opposition sur le sujet de l'accessibilité. Donc je me félicite. Alors est-ce que c'est l'effet de la campagne électorale qui fait que certains s'intéressent au sujet ? Mais en tout cas, je me félicite que ce sujet il vienne dans les débats, parce que pendant 6 ans, je n'ai aucune question, personne ne l'a abordé pendant les séances du conseil municipal. Donc j'espère que ce n'est pas des comportements uniquement électoralistes, mais que ça reste une conviction profonde. L'exemple de la Porte de Bourgogne, il est assez frappant. L'aménagement, il date de septembre dernier. On en entend parler par certains pendant la campagne des élections. Cet aménagement, il fait suite
un projet, une proposition qu'avait proposé un des candidats à la délégation de services publics transport au niveau de Bordeaux Métropole, donc de l'entreprise Keolis, de faire un nouveau fonctionnement du réseau de tram avec la création de 2 nouvelles lignes. Ces 2 nouvelles lignes prévoyaient la mise en œuvre de nouveaux aiguillages. Les travaux ils ont été menés lors de l'été 2025. Le 1er septembre, il y a eu une remise en service de la ligne qui passe à Porte-de-Bourgogne. Moi, comme tout Bordelais, j'étais plutôt content de retrouver mon tramway. Je suis passé Porte-de-Bourgogne et là, j'ai été stupéfait. J'ai découvert que des marches avaient été créées là où il y avait des rampes d'accessibilité. De suite, j'en ai alerté le maire de Bordeaux, j'en ai alerté la présidente de la métropole. Tout le monde était attiré et stupéfait par cette situation. Et il s'avère que le délégataire du service de transport public, qui avait la maîtrise d'ouvrage sur ce sujet, a fait face à des contraintes liées à la sécurité ferroviaire. Et ces contraintes liées à la sécurité ferroviaire interdisent qu'on fasse passer les piétons à des endroits où il y a des aiguillages. La sécurité ferroviaire dit en gros, on fait passer les piétons au plus près de la station, là où les rames sont à l'arrêt, on ne les fait pas passer sur les aiguillages, là où les rames sont en mouvement. Et ces normes de sécurité ferroviaire ont obligé le délégataire à faire le passage piéton au plus près des quais. Et c'est ça qui a provoqué le fait de casser les 2 rampes d'accessibilité pour les remplacer par les marches. Moi, je suis toujours en colère et très stupéfait là-dessus, parce qu'à aucun moment, le délégataire n'a alerté les élus sur cette problématique-là. Mais moi, dès le 1er septembre, j'ai donné l'alerte, ça a provoqué, on a convoqué le délégataire au sein de Bordeaux Métropole, et le délégataire n'avait pas du tout anticipé ces contraintes-là, puisque la signalétique indiquant le nouveau cheminement accessible de la station n'était pas en place, donc il a été mis en place suite à mon intervention et suite à cette réunion. Il y a désormais des annonces sonores qui sont faites au sein des rames pour indiquer que l'accessibilité se fait au sud, est maintenu au sud de la station et plus au nord. Mais moi je trouve ça, je suis toujours en colère, de ne pas avoir été alerté sur cette problématique, 2, qu'on n'ait pas pu travailler avec les associations en amont comme le délégataire le fait d'habitude pour trouver des solutions, et 3, c'est une réflexion plus générale. Là, c'est la réglementation de sécurité ferroviaire qui vient percuter la réglementation accessibilité. Quand on est dans le centre de Bordeaux, quand on veut travailler à la mise aux normes d'accessibilité, on fait face parfois à des contraintes, on dit non, vous ne touchez pas, vous n'allez pas faire les travaux parce qu'il y a la protection du patrimoine et vous ne pouvez pas faire des travaux, donc on obtient des dérogations mais de manière contrainte, parce que nous on aurait bien aimé mettre certains établissements ou certains endroits aux normes d'accessibilité, mais la réglementation protégeant le patrimoine vient s'opposer à nous. Et là, il y a un vrai sujet de société. C'est pourquoi est-ce que c'est les normes d'accessibilité qui trinquent le plus souvent face à d'autres normes qui s'appliquent. Là, c'est la norme de sécurité ferroviaire qui vient s'imposer. Parfois, c'est la norme liée à la protection du patrimoine. Je pense qu'on a un vrai sujet sociétal qui mériterait un vrai débat là-dessus. Parce que quand les normes se chevauchent et se percutent, c'est souvent les normes liées à l'accessibilité qui perdent. Merci beaucoup Olivier Scott, maire adjoint sortant à la mairie de Bordeaux. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous un peu plus loin pour le prochain, mais nous allons rester dans le sud. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.